Elle avait 20 ans, le regard rempli d'une innocence presque enfantine et de la conviction absolue que l'amour, ce concept que les poètes ont érigé en salut, serait le fondement inébranlable de son avenir. Pourtant, elle ne trouva pas refuge, mais un système conçu pour l'oppression. Cette jeune femme, destinée à devenir le sujet le plus recherché de la photographie du XXe siècle, franchit le seuil de la résidence monarchique la plus jalousement gardée de la planète, ignorant qu'elle pénétrait dans un labyrinthe de miroirs et de silence. Ce qui se déroula derrière ces murs n'était pas une vie de conte de fées, mais une épreuve de plusieurs décennies, systématiquement effacée, réécrite et enterrée par une institution impitoyable. Néanmoins, le silence, si dense soit-il, finit toujours par se briser lorsque la vérité exige son espace. Bienvenue dans cette chronique. Avant de commencer ce voyage, je vous invite cordialement à vous abonner à la chaîne, vous assurant ainsi l'accès aux futures enquêtes sur les secrets les mieux gardés de l'histoire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question à laquelle j'espère que vous répondrez dans les commentaires. Quel est selon vous le secret le plus choquant que le cercle royal a tenté de dissimuler au sujet de ce personnage? À présent, explorons la chronologie de l'une des vies les plus tragiques et fascinantes de l'histoire contemporaine. Le 1er juillet 1961, à Park House, propriété située sur le domaine de Sandringham dans le Norfolk, en Angleterre, naquit Diana Frances Spencer. Sa venue au monde fut empreinte d'une gravité discrète, mais omniprésente. Le désir des parents d'avoir un fils pour assurer la perpétuation de la lignée et la transmission de l'héritage aristocratique transforma la naissance d'une autre fille en une déception silencieuse. Une frustration qui, bien que jamais exprimée ouvertement dans les salons du manoir, imprégna l'atmosphère familiale dès le début, forgeant chez la jeune Diana une sensibilité particulière aux attentes déçues. Diana a grandi dans un milieu qui, vu de l'extérieur, paraissait idyllique et aristocratique. Vaste propriété, demeure majestueuse, titres héréditaires et fréquentation constante de l'élite britannique. Pourtant, derrière cette façade de raffinement et d'étiquette se cachait une famille brisée. À 6 ans, la jeune fille a vu s'effondrer le mariage de ses parents. En 1967, sa mère, Frances Roche, a quitté le domicile familial après avoir entamé une relation avec un autre homme. Cet abandon, géré par les adultes, sans la sensibilité qu'exigeait la fragilité de l'enfance, a laissé à Diana une cicatrice émotionnelle profonde, un vide fondamental qui l'accompagnerait à chaque étape de sa vie d'adulte. À l'issue d'une procédure judiciaire inhabituelle pour l'époque, la garde fut confiée à son père, John Spencer. Le vicomte Althorp, bien qu'éprouvant une affection sincère pour ses enfants, n'avait pas les ressources émotionnelles nécessaires pour l'exprimer de manière saine et constructive. Le quotidien de Diana se transforma bientôt en un exercice d'introspection solitaire, des nuits de pleurs, étouffées par l'absence d'une figure maternelle, et des journées où, pour survivre psychologiquement, elle apprit à masquer son angoisse derrière un sourire destiné à ne pas troubler le calme des adultes qui l'entouraient. Cette capacité à dissimuler sa souffrance derrière un geste aimable et accommodant allait paradoxalement devenir à la fois son plus grand atout public et son piège personnel le plus dévastateur, un mécanisme de défense que l'institution royale allait apprendre à exploiter et qui, simultanément, l'isolait de ses propres besoins. En 1975, le décès de son grand-père éleva son père au titre de comte Spencer, entraînant un déménagement à Althorp, la demeure ancestrale de la famille dans le Northamptonshire. À 14 ans, ce changement marqua une rupture définitive avec les quelques repères stables qui subsistaient dans son environnement précédent. Son parcours scolaire, marqué par les difficultés, s'acheva sans diplôme. Cependant, si le système éducatif traditionnel ne sut pas reconnaître ses capacités intellectuelles, elle développa une intelligence émotionnelle profonde et une intuition remarquable, des qualités qui, avec le temps, lui permettraient d'affronter des situations bien plus tumultueuses que n'importe quelle salle de classe. Alors que nous analysons comment son environnement a façonné son caractère, je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires sur les éléments qui, selon vous, influencent le plus la formation d'une identité sous le regard constant du public. Votre point de vue est fondamental pour comprendre cette histoire. Après ses études, Diana s'installa à Londres et partagea un appartement avec des amis à Colerne Court.
Elle travailla comme nounou et institutrice dans une école maternelle de Pimlico. Ceux qui la côtoyaient à l'école soulignaient sa tendresse et son dévouement sincère envers les enfants, un environnement où elle ne ressentait aucune pression sociale. La simplicité et la franchise de l'enfance contrastaient fortement avec l'artificialité des cercles aristocratiques, et c'est précisément cette authenticité qu'elle aspirait à préserver. C'est durant cette période d'indépendance, en 1977, que son chemin croisa de nouveau celui de Charles, prince de Galles. Bien que leur famille ait conservé des liens étroits depuis plusieurs générations, cette rencontre particulière dans les jardins d'Althorp, lors d'une partie de chasse, changea irrémédiablement le cours de leur destin. Elle avait à peine 16 ans, tandis que l'héritier du trône en avait presque 29. Si le prince entretenait des relations intermittentes avec la sœur aînée de Diana, son attention se porta sans équivoque sur la cadette. Les années suivantes furent ponctuées d'invitations à des événements triés sur le volet et de longs séjours à Balmoral, la résidence écossaise de la famille royale. Diana s'imposa peu à peu comme la candidate idéale aux yeux de l'institution. Jeune, vierge, une condition implicite dans cette aristocratie pour la future épouse de l'héritier, docile, noble et surtout dotée d'un charisme magnétique que le palais prit pour un atout contrôlable et prévisible. Ce que le public ignorait, et que la machine royale dissimulait sous un épais protocole, c'est que le cœur de Charles appartenait à Camilla Shand depuis 1972. Ce lien, forgé lors d'une rencontre à un match de polo, n'avait pas été altéré, même par son mariage avec Andrew Parker Bowles en 1973. La famille royale, jugeant Camilla inapte au mariage en raison de ses origines et de son absence de lignée conforme aux exigences dynastiques, imposa ses critères rigides, mais échoua lamentablement dans sa tentative de briser ce lien affectif. Ce secret, cette présence constante d'une tierce personne, dès le début de l'union officielle, allait constituer le fondement instable sur lequel se bâtirait le mariage le plus scruté de l'histoire moderne. Lorsque les fiançailles furent officialisées en février 1981, le récit idyllique s'ancra dans l'imaginaire collectif. Pourtant, lors de la fameuse interview télévisée de ce jour-là, le prince répondit à la question de savoir s'ils étaient amoureux par un simple « oui », bien sûr, quel que soit le sens de ce mot. Dans cette cruelle ambiguïté résidait l'intégralité du conflit qui allait éclater, un présage que la presse a choisi d'ignorer au profit du spectacle de l'événement. Le mariage, célébré en juillet 1981 devant 750 millions de téléspectateurs, fut le point d'orgue d'une mise en scène impeccable. Diana, vêtue de taffetas et de soie, s'avança vers l'autel, ignorant que la veille, la réalité de son erreur l'avait fait fondre en larmes à la découverte d'un bracelet gravé, des initiales entrelacées de Charles et Camilla. Confronté à la jeune femme, le prince se mura dans la froideur que lui avait inculquée l'institution depuis sa naissance, jugeant les émotions de son épouse un luxe indigne d'une princesse. Diana ravala sa douleur, ajusta sa robe et sourit à un public mondial qui, captivé par la beauté de l'instant, ne remarqua pas ses mains tremblantes sous le bouquet. La vie au palais s'avéra être l'antithèse même de ce qu'elle avait imaginé. Les palais, jadis symboles de splendeur historique, lui apparurent comme des bâtiments froids où le protocole, une hiérarchie invisible et un silence stratégique formaient des murs infranchissables. Diana se sentait observée, mais profondément ignorée, une créature dans un bocal. La lune de miel se déroula à bord du yacht royal. Britannia, loin d'être une approche intime, elle a consolidé la distance émotionnelle. Carlos consacrait ses heures à la lecture et à une abondante correspondance, souvent adressée à son ancienne amante, absolument incapable de gérer l'intensité émotionnelle dont sa jeune épouse avait besoin. Sous la pression constante de toutes parts, Diana commença à souffrir de crises de boulimie. L'institution, loin de lui apporter le soutien médical nécessaire ou le réconfort humain dont elle avait besoin, réagit avec suspicion, exigeant sans cesse qu'elle maîtrise ses émotions et minimisant son état physique comme une faiblesse indigne de sa fonction. Ce manque d'empathie, conjugué à la déception palpable de Charles après la naissance du prince Harry, après avoir ouvertement exprimé son regret de ne pas avoir de fille, précipita l'effondrement définitif de leur illusion conjugale. Le mariage, du moins dans la sphère privée, se transforma en une guerre d'usure psychologique.
Loin d'être la figure passive que le palais cherchait à dépeindre, Diana comprit rapidement que son seul atout stratégique résidait dans sa capacité à influencer directement l'opinion publique par le biais des médias. Elle maîtrisa le langage de la presse, le sens du timing éditorial et les images qui touchaient profondément les gens. Ses actions, comme cette fameuse visite en 1987 aux malades du VIH, où elle leur serra la main sans gants, dans un geste d'une profonde humanité, à une époque de stigmatisation absolue, n'étaient pas fortuites. C'étaient des actes calculés d'une femme qui concevait la communication comme une arme de pouvoir face à la rigidité inflexible de la monarchie. En 1991, les tensions explosèrent avec la collaboration de Diana au livre d'Andrew Morton, un projet qui, grâce à des enregistrements privés, allait révéler au monde entier l'étendue de sa souffrance, ses tentatives d'automutilation, ses infidélités conjugales chroniques et l'atmosphère étouffante de la monarchie. La réaction du palais fut féroce. La princesse fut délégitimée, présentée comme une figure instable, et une campagne fut orchestrée pour isoler systématiquement ses alliés. Des années plus tard, la fameuse interview de 1995 à la BBC, dont l'accès avait été obtenu grâce à la manipulation de documents par Martin Bashir, porta le coup de grâce à ses relations avec le pouvoir. Devant une audience mondiale sans précédent, Diana confessa avec une lucidité bouleversante que dans son mariage, nous étions trois, une vérité que l'institution ne lui pardonna jamais. Le divorce définitif, prononcé en 1996, la priva de son titre d'Altesse royale, mais paradoxalement, il la rapprocha plus que jamais du public, qui la voyait comme une survivante. Diana évoluait désormais en terrain inconnu, libérée de l'étouffante quiétude du palais, mais sans la protection de l'appareil sécuritaire institutionnel. Sa tragédie, qui allait culminer brutalement peu après, n'entama en rien l'héritage d'une femme qui, malgré ses erreurs et ses contradictions, parvint à percer le carcan de la royauté pour enfin se révéler humaine à un monde qui continuait de la rechercher, même dans ses moments les plus vulnérables. Son départ officiel de l'appareil monarchique ne marqua nullement la fin de son calvaire, mais bien le début d'une phase d'exposition médiatique encore plus virulente. Diana se retrouva dans une situation inédite dans l'histoire de la couronne. Elle était la femme la plus célèbre de la planète, jouissant d'une popularité qui éclipsait toute cote de popularité de l'institution qui l'avait exclue, mais elle était privée de la protection que seul le palais pouvait lui offrir. C'est alors que la presse à scandale, consciente que Diana n'était plus sous la protection royale, fit de sa vie un terrain de chasse où chaque geste, chaque relation, chaque marque d'affection était disséquée avec une cruauté méthodique. Le récit que les tabloïds ont construit après son divorce oscillait entre l'idéalisation quasi mystique de la princesse du peuple et la stigmatisation d'une femme supposément déséquilibrée, menaçant la stabilité de la monarchie. Diana, quant à elle, a tenté de naviguer dans ce contexte grâce à une stratégie qui, bien que née d'un besoin personnel de survie, a fini par redéfinir la manière dont les membres de la famille royale interagissaient avec l'opinion publique. Elle comprenait, peut-être mieux que quiconque avant elle, qu'au XXe siècle, le pouvoir ne résidait pas uniquement dans les titres héréditaires ou l'ancienneté du sang, mais dans la capacité à construire un récit qui résonnait avec l'inconscient collectif. Chaque cause qu'elle a défendue, de la lutte contre les mines antipersonnelles à la sensibilisation au cancer et au VIH, était une démarche réfléchie visant à démontrer que, privée de son titre d'Altesse royale, son influence non seulement demeurait intacte, mais s'était étendue à une dimension humanitaire qu'aucune cérémonie officielle ne pouvait égaler. Cependant, cet activisme international fut mal perçu au sein même du palais de Kensington. Pour la vieille garde, la mainmise persistante de Diana sur l'actualité médiatique constituait un affront direct à l'héritière et, par extension, à la survie même de l'institution. Les fuites concernant son anxiété et son instabilité émotionnelle supposée se révélèrent être une arme à double tranchant. Elles servirent à discréditer son travail et à minimiser l'impact de ses accusations quant à la froideur dont elle aurait été victime durant son mariage. La bataille se déplaça alors sur le terrain de l'espionnage et du contre-espionnage. Biographie non autorisée, enregistrements téléphoniques divulgués et paparazzi omniprésents, dont les images semblaient souvent provenir de sources internes, instaurèrent un climat de paranoïa où Diana ignorait qui était véritablement de son côté.
C'est dans ce contexte d'hostilité latente que sa relation avec le public devint son seul rempart. Lorsqu'elle s'agenouillait auprès d'un enfant malade ou tenait la main d'un mourant à l'hôpital, elle n'accomplissait pas un simple acte de charité. Elle adressait un message direct à l'institution qui l'avait reniée. Son pouvoir ne résidait pas dans le protocole, mais dans le lien humain. Cette capacité d'empathie radicale est ce que les historiens modernes appellent l'effet Diana, une force qui, après sa mort, a contraint la famille royale à revoir en profondeur son image et son rapport au public. La monarchie dut apprendre à feindre une chaleur humaine qu'elle n'avait jamais jugée nécessaire, imitant, souvent avec des résultats calculés et artificiels, le style que Diana avait rendu naturel. Il est essentiel, lorsqu'on analyse cette période de sa vie, de prendre en compte le poids de la solitude qui accompagne le fait d'être sous le feu des projecteurs, tandis que son univers privé s'effondre. Diana n'a pas seulement lutté contre le harcèlement d'une presse vorace, elle s'est battue contre l'écho d'un passé qui refusait de guérir et contre une institution qui, après l'avoir utilisée pour se redorer dans les années 1980, ne lui a jamais pardonné que ses vérités soient plus convaincantes que les récits officiels. Ses journaux intimes, ses enregistrements et ses confessions à des personnes de confiance révèlent une femme qui, malgré une pression immense, n'a jamais renoncé à sa quête d'authenticité. La tragédie qui scella son destin en août 1997 à Paris n'était pas un accident isolé, mais l'aboutissement d'un système de harcèlement institutionnel et médiatique qui dura près de 20 ans. Le fait qu'elle ait été traquée par ceux-là même qui avaient fait d'elle une icône, une nuit qui aurait dû être un moment de refuge et d'intimité, est la métaphore ultime de sa vie, une existence soumise au regard du public, où l'intimité devint le bien le plus rare et le plus dangereux. Après sa mort, le monde entier a réagi par un deuil collectif d'une ampleur incommensurable, une protestation silencieuse contre les responsables de son isolement et une ultime reconnaissance de son héritage face à l'obstination de ceux qui avaient tenté de la réduire au silence. L'histoire de Diana Spencer ne se résume pas à ses titres, à sa robe de mariée ou aux couvertures de magazines qu'elle a ornées. Elle se définit par sa résilience. Elle se définit par la façon dont une jeune femme, entrée au palais en croyant aux contes de fées, est devenue une femme qui, à travers ses propres épreuves, a forcé le monde à s'interroger sur la véritable nature de la noblesse. Elle a prouvé qu'en fin de compte, la véritable influence ne réside pas dans ce qu'un système vous confère, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même lorsque le prix à payer est le plus élevé. Près de 30 ans après sa mort, Diana demeure le miroir dans lequel la société moderne juge ses personnalités publiques. Elle fut la première à démontrer que la vulnérabilité, loin d'être un signe de faiblesse, peut être source de transformation. Les documents et archives qui continuent d'émerger ne font que confirmer ce qu'elle pressentait dès le départ. Le jeu de pouvoir dans lequel elle était prise était truqué dès le début. Pourtant, sa victoire résidait dans le fait de faire entendre sa voix jusqu'à son dernier souffle, refusant d'être un simple ornement dans une couronne figée dans l'immobilisme. Sa vie est donc une leçon sur les dangers du silence et sur l'immense pouvoir de la vérité. Un rappel que, même derrière les plus hauts murs, la lumière de celle ou celui qui ose remettre en question l'ordre établi trouvera toujours une brèche pour se diffuser et atteindre celles et ceux qui, de l'autre côté, aspirent à la même liberté. Pour mieux comprendre la complexité de son héritage et le contexte dans lequel elle a vécu avant sa fin tragique, il est essentiel d'examiner de plus près l'isolement qui s'est construit autour d'elle durant ces années loin du palais. Cette phase, souvent négligée dans les récits simplistes, révèle une facette de Diana qui dépassait largement le rôle de victime que la presse a tenté de dépeindre. C'était une femme en pleine quête de soi, qui s'efforçait de transformer son traumatisme en un outil pour comprendre la souffrance d'autrui. Alors que le palais s'efforçait de contrôler son image, Diana a mis à profit ses réseaux internationaux pour nouer des alliances qui dépassaient les frontières du Royaume-Uni. Son engagement auprès de personnalités du monde de la culture, de l'art et de la politique internationale n'était pas le fruit du hasard. Elle avait compris que la légitimité que lui refusait l'institution devait être reconstruite par son action en faveur de causes mondiales. Lorsqu'elle rencontrait des responsables humanitaires ou côtoyait des personnalités de renommée internationale, Diana ne recherchait pas seulement la notoriété. Elle affirmait sa nouvelle identité d'ambassadrice de la conscience humaine, une femme qui ne répondait pas à un monarque, mais aux besoins réels des plus démunis.
Il est essentiel d'analyser la contradiction interne que cela a engendrée au sein des cercles du pouvoir. D'une part, l'institution royale a indirectement bénéficié de la notoriété que Diana a apportée au Royaume-Uni sur la scène internationale. D'autre part, elle éprouvait un profond malaise face à l'autonomie dont elle faisait preuve. Cette tension a permis l'émergence de campagnes de désinformation visant à minimiser son influence. Les conseillers royaux, formés à l'art du secret et à la bureaucratie, ont commencé à semer le doute sur ses motivations, suggérant en privé que sa philanthropie n'était qu'une quête désespérée de reconnaissance personnelle. Pourtant, ceux qui ont travaillé à ses côtés dans les hôpitaux, les centres d'accueil et les zones de conflit témoignent d'une réalité radicalement différente. Celle d'une femme dont la curiosité intellectuelle et l'engagement émotionnel étaient inébranlables. Durant cette période, sa relation avec ses fils, William et Harry, devint le centre de sa vie. Diana était pleinement consciente que le système qu'elle avait tenté de changer finirait inévitablement par vouloir modeler ses fils dans ce même cadre rigide. Son effort pour leur offrir une éducation ancrée dans la réalité, des visites dans des centres d'hébergement pour sans-abri aux voyages hors des circuits royaux habituels, était sa façon de résister à leur destin prédestiné. Elle voulait qu'ils comprennent qu'être prince ne signifiait pas être déconnecté de la condition humaine. Cette approche, bien que vivement critiquée par les éléments les plus conservateurs de la monarchie, a jeté les bases de l'éducation émotionnelle que ses fils conserveraient toute leur vie. C'est là que l'histoire de Diana s'entremêle avec l'avenir de la monarchie. Elle a semé, peut-être inconsciemment, les germes d'une potentielle dissension interne qui allait se cristalliser des décennies plus tard. Par ailleurs, il est nécessaire d'analyser la structure médiatique des années 1990. Le passage d'une presse traditionnelle à un tourbillon de sensationnalisme extrême a fait de Diana son cobaye idéal. La technologie de l'époque, avec la prolifération de téléobjectifs toujours plus puissants, a permis de transformer la vie privée de la princesse en une marchandise extrêmement lucrative. Le marché de la presse à sensation ne se contentait pas de cette image. Il recherchait la vulnérabilité. Dans cet écosystème, les journalistes n'étaient pas de simples observateurs, mais des acteurs à part entière. Nombre des épisodes d'instabilité attribués à Diana étaient en réalité des réactions calculées à un environnement qui lui refusait toute tranquillité. Elle n'était pas une femme en quête de scandale, mais une femme qui tentait de se frayer un chemin dans une mer déchaînée, guidée uniquement par son intuition. Cette période de sa vie fut également marquée par une profonde réflexion sur les structures du pouvoir. Diana ne se contentait pas de lire les journaux. Elle analysait la manière dont le récit était construit. Elle commença à comprendre que le style des articles la concernant était prédéterminé par des intérêts éditoriaux souvent alignés sur les besoins de l'institution même qu'elle remettait en question. Elle fut une pionnière dans l'utilisation de l'image comme outil de narration politique. Chaque robe, chaque geste, chaque apparition publique était un signe dans un langage que le public décryptait avec précision, même si le palais prétendait qu'il s'agissait simplement d'une question d'étiquette. Elle sut exploiter la fascination du monde pour mettre en lumière des problèmes qui, autrement, auraient été ignorés par l'élite politique. La pauvreté, la discrimination envers les personnes atteintes de maladies stigmatisées et la cruauté de l'industrie de l'armement. Pendant ce temps, la machine royale, paralysée par sa propre rigidité, ne savait comment gérer le phénomène. Au lieu d'adapter son discours pour y intégrer l'énergie transformatrice de Diana, elle opta pour l'isolement, ce qui ne fit que renforcer son indépendance. Ce fut une période d'immense solitude, mais aussi de liberté intellectuelle absolue. Elle brisait les chaînes du protocole, une à une, découvrant que, loin de la sécurité étouffante du palais, elle avait la capacité de construire une vie pleine de sens. Cependant, cette autonomie avait un prix. La vulnérabilité face à ceux qui voyaient en son indépendance une menace à neutraliser. La profondeur de ce drame réside non seulement dans l'histoire personnelle de Diana, mais aussi dans ce qu'elle représentait pour la société de la fin du XXe siècle. Elle était le trait d'union entre une tradition en déclin et une modernité qui exigeait transparence, humanité et, par-dessus tout, authenticité. En tentant de comprendre cette période de sa vie, on réalise que chacun de ses pas était marqué par une dualité, le désir d'être entendue en tant que femme et l'impossibilité de se défaire de l'étiquette de princesse.
C'est cette lutte acharnée pour la souveraineté de sa propre voix qui a fait d'elle un symbole intemporel. L'histoire de Diana est en fin de compte une histoire de résistance à l'invisibilité, une leçon sur la façon dont une femme peut, à partir des ruines de ses propres attentes, reconstruire un empire d'empathie qui perdure bien après que les murs physiques qui l'emprisonnaient se soient effondrés. L'intrigue demeure dense, et la complexité de ses décisions dans cette dernière ligne droite, avant le dénouement, nous oblige à regarder au-delà des apparences, à reconnaître que chaque action était une pièce de plus du puzzle que l'histoire s'efforce encore d'assembler avec justice et vérité. Le destin n'a pas basculé dans un palais fastueux, mais sous les lumières artificielles et le vrombissement des moteurs du tunnel du pont de l'Alma à Paris. Cette nuit d'août 1997, le monde perdait une icône, mais l'histoire gagnait un mythe qui se refuse à toute tentative de le réduire à un simple titre. Diana, princesse de Galles, n'est pas morte accidentellement. Sa disparition a marqué la chute définitive du voile qui recouvrait la monarchie. La réaction mondiale fut un deuil collectif sans précédent, une explosion de chagrin qui a contraint une institution historiquement immuable à s'incliner devant les sentiments du peuple. Le palais a dû reconnaître que, malgré le respect du protocole, elle avait conquis les cœurs. Son héritage, cependant, ne réside pas dans le marbre froid d'un mausolée, mais dans la transformation qu'elle a engendrée. Ses fils, William et Harry, ont porté le poids de cette absence, devenant le reflet le plus vibrant de sa rébellion et de son humanité. Des années plus tard, chaque pas qu'ils ont franchi vers l'indépendance a résonné des combats menés seuls par leur mère. Diana n'a pas seulement transgressé le protocole, elle a brisé la barrière entre la couronne et la réalité humaine, prouvant qu'aucune institution, aussi ancienne ou puissante soit-elle, ne peut survivre si elle ignore la compassion. En fin de compte, elle a été l'architecte de son propre destin. Une femme qui, en cherchant à préserver son identité, a fini par sauver l'âme d'une nation qui, jusqu'à son arrivée, ne connaissait que le silence. Aujourd'hui, son histoire nous rappelle que la vérité a une force irrésistible et que, tôt ou tard, la lumière trouve toujours une faille pour s'échapper, illuminant même la nuit la plus sombre. Merci de m'avoir accompagné dans ce récit. Votre point de vue sur son héritage est la pièce maîtresse qui complète cette histoire.